tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est lundi, donc on se retrouve pour notre vidéo lecture dans laquelle je vais vous parler de la saga que je viens de terminer. Donc c'est une saga de dark romance de Belle Aurora qui s'appelle Row Family en 3 tomes. Et je vais vous parler de la saga que je viens de commencer, qui est une saga de roman fantasy écrite par Victor Dixon en 2 tomes. Et qui est la Vampiria America, et le premier tome s'appelle Le Tombeau des Immortels. Voilà un petit peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais avant tout, comme d'habitude, petite pub pour YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui jouent le jeu et tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Ça permet vraiment à la chaîne de pouvoir se développer. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre juste un petit pouce ou juste un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley ou un truc comme ça. Ça permet à YouTube de voir que ce que je vous propose vous plaît. Donc surtout, n'hésitez pas et merci beaucoup à ceux qui le font. Alors, commençons par la Row Family. Donc, je vous mets les miniatures ici puisque je les ai lues en e-book. Donc, c'est une dark romance en 3 tomes. Je vous ai déjà parlé du tome 1 et 2 dans la vidéo précédente de lecture. Vous la retrouvez dans la playlist lecture de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Puisque je vais passer succinctement sur les 2 premiers tomes. Et là, je vais vraiment approfondir sur le tome 3 puisqu'il termine cette saga. Et donc, je l'ai terminé la semaine dernière. Donc pour cette série, on est donc sur la relation entre Twitch et Alexa Ballantyne que l'on rencontre dans le tome 1 qui s'appelle Avif. Il se passe en 2014 à Sydney. Ensuite, nous avons le tome 2 à jamais qui se passe aux États-Unis 4 ans après, donc en 2018, là où on rencontre de manière plus approfondie Julius Carter, le meilleur ami de Twitch que l'on a déjà aperçu dans le tome 1. Et de Ling qui était une des associées de Twitch dans le tome 1 aussi. Et nous allons faire la rencontre d'un nouveau personnage féminin qui s'appelle Anna et avec qui Julius va va avoir une relation. Donc ça c'est pour le tome 2. Et enfin, donc pour le tome 3, nous sommes à peu près 6 mois après la fin de l'intrigue du tome 2. Et nous sommes de retour à Sydney, où Twitch fait son grand retour dans la vie d'Alexa, puisqu'il y a eu une séparation de 5 ans. Mais vous le comprendrez, si vous avez lu le tome 1, vous saurez pourquoi il y a eu cette séparation. Et dans le tome 2, du coup, Alexa n'est pas présente dans cette suite de l'intrigue. Voilà, on retrouve Twitch dans le tome 2, mais pas Alexa. Donc, Twitch est revenu à Sydney. Donc un peu après que Julius et Anna, qui ont quitté les États-Unis, sont revenus à Sydney. Julius et Anna, donc que l'on a rencontré dans le tome 2, sont venus vivre quelques mois chez Alexa, puisque voilà, Anna a vécu quand même beaucoup de choses assez compliquées. Et du coup, ils ont pris la décision de venir vivre en Australie et donc ont habité quelques mois avec Alexa. Donc là, on est OK. Twitch, du coup, lui, est revenu aussi à Sydney, mais ne l'a pas dit à Alexa, puisque normalement, il n'est pas censé revenir. Et au final, il recommence à la stalker, donc il la suit sans qu'elle s'en aperçoive. Et il va même jusqu'à acheter une maison en face de chez elle, et pendant 5 mois, il observe la vie, la routine de son ex. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, Twitch décide de revenir dans la vie d'Alexa, donc il refait officiellement son apparition dans sa vie. On va pas se mentir, ça se passe pas très bien. Alexa, elle comprend pas, elle est en colère, elle a du mal à accepter et du coup, la relation entre les 2 personnages est assez difficile, sachant que l'entourage s'en mêle aussi. Donc beaucoup des personnes de son entourage ne sont pas forcément hyper heureux de voir que Twitch revient et surtout pourquoi après autant d'années il décide de revenir comme ça dans la vie d'Alexa, sachant que lui revient un petit peu en mode on se remet ensemble et on reprend une relation. Alexa elle n'est pas forcément ok, on le comprend par rapport à ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Voilà, donc là l'intrigue commence un petit peu comme ça. Donc évidemment, les personnages ont quand même évolué, on va dire, pendant la séparation. Donc Alexa, elle, de son côté, a quitté son travail d'assistante sociale.
a créé un cocon familial avec ses amis proches, donc Happy, l'ancien associé de Twitch que l'on a rencontré dans le tome 1, avec Nikki et Dave qui sont ses meilleurs amis que l'on a connus aussi dans le tome 1. Il y a de nouveaux personnages comme Molly et Haji qui sont hyper attachants, mais je vous en parle pas plus parce que sinon je vais vous spoiler un petit peu l'intrigue des 2 premiers tomes, donc voilà, mais il y a ces personnages-là qui sont hyper importants dans la vie d'Alexa. Et évidemment, il y a aussi Julius et Anna, donc qui ont habité quelques mois avec Alexa, mais qui ont déménagé. Mais Julius et Anna, malheureusement, on les voit pas assez. Je trouve qu'ils ont été vraiment un petit peu mis de côté dans le tome 3, ce qui est un petit peu dommage, mais je vais vous faire un petit peu le détail de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé maintenant. Voilà, donc Twitch a quand même évolué, on va dire qu'il a travaillé sur les 5 dernières années sur sa colère. Il a mûri, il a compris beaucoup de choses, donc il revient évidemment, mais quand même il a changé et il veut faire des efforts et il veut faire en sorte qu'avec Alexa, la relation soit plus saine et que ça se passe mieux et qu'elle lui pardonne le fait qu'il soit parti pendant 5 ans. Alexa, de son côté, comme je vous l'ai dit, elle a créé quand même en 5 ans un cocon familial, elle a créé quand même un environnement assez stable autour d'elle et sécuritaire, donc elle a quand même appris à vivre seule et surtout sans Twitch. Du coup, quand il revient, il met un petit peu le bazar dans sa vie et il lui remet un petit peu dans la face toutes les insécurités qu'elle avait réussi à mettre un peu de côté ces dernières années. Donc c'est hyper perturbant, mais voilà, elle est obligée entre guillemets d'accepter son retour dans sa vie, mais ça vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. Donc elle n'a pas vraiment le choix, mais c'est quand même compliqué et du coup il y a quand même beaucoup de tension et d'incompréhension, surtout de la part d'Alexa, par rapport au retour de Twitch et à son comportement, puisque elle se rend bien compte qu'il l'a changé, qu'il a évolué, en bien quand même, hein, on va pas se mentir, et lui voit aussi qu'elle aussi a évolué quand même, donc forcément ils ont quand même changé et ils sont plus les mêmes personnes qu'ils étaient 5 ans auparavant, donc dans le premier tome. Donc c'est quand même plutôt positif, puisque le fait que les 2 personnages aient évolué, donc la relation se renoue, hein, clairement ils se remettent en couple, mais on va dire que la relation est quand même plus saine. Il y a plus d'équilibre entre les 2 personnages, hein, il y a moins cette notion de dominant-dominé, voire soumis, qu'il y avait dans le tome 1 et qui était très malaisant. Là, la relation, elle va dire, elle est plus égale, ils sont un peu plus au même niveau, sauf par rapport au smut où là, les rapports sont encore dans ce côté dominant-dominé, mais c'est consenti. Voilà, c'est accepté par les 2 personnages, donc c'est ok quoi. Voilà, donc après on adhère pas, mais c'est ok. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est du coup l'évolution des 2 personnages. Je trouve qu'ils ont bien évolué. Alexa, elle est beaucoup plus solide, elle est courageuse, elle est vraiment investie, elle est généreuse, elle est ouverte par rapport aux autres modes de vie des personnes autour d'elle aussi. Donc c'est vraiment un personnage très très attachant et que j'aime beaucoup. Voilà, Alexa est une sacrée nana. Et voilà, même si elle a beaucoup de peur et qu'elle a beaucoup d'insécurité, on les comprend, mais elle arrive à y faire face et au final, elle arrive quand même à gérer et le retour de Twitch et tout ce qui va avec. Donc clairement, sacrée nana, sacré personnage. Twitch, lui, est beaucoup moins malaisant que dans le tome 1. Je vous en ai parlé, moi je pouvais pas. Donc le personnage est quand même toujours brisé, hein, on va pas se mentir. Mais par rapport au premier tome, il a beaucoup évolué, il a grandi, il a mûri, il a travaillé sur sa colère, ses blessures et tout ça. Et du coup, le personnage est un peu plus équilibré émotionnellement, on va dire. Voilà, malgré qu'il y ait encore un petit peu quelques trucs, mais voilà. Et puis même par rapport à Alexa, il est beaucoup plus patient, il est résilient et surtout, il lui laisse le temps et il est beaucoup plus respectueux. Donc ça, c'est quand même top, c'est quand même bien, c'est appréciable. Ce que j'ai aimé aussi, donc c'est le côté cocon familial qui a été créé par Alexa. J'aime beaucoup le fait que voilà, tous les membres qui avaient dans le tome 1 surtout ont trouvé une place autour d'Alexa, qu'ils ont réussi à créer vraiment cette famille vraiment assez comme ça, vraiment soudée. Donc j'ai bien aimé ce côté-là de l'histoire. Donc les nouveaux personnages, hein, évidemment, j'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé aussi, donc c'est l'intrigue avec Ling.
Alors, Ling, du coup, qui était une des associées de Twitch, comme je vous l'ai dit dans le tome 1, donc on apprend à la connaître un petit peu. Alors, c'est un personnage complètement barré. On sait qu'elle a eu un passé, une enfance très très compliquée, ce qui fait que à ce jour, bon, ben, elle est un peu dérangée, hein, clairement. Mais on comprend, mais bon, ça va. Dans le tome 1, elle est encore à peu près gérable. Dans le tome 2, on la découvre un petit peu plus. On entre un petit peu plus dans son passé et dans sa manière d'être et on comprend un peu mieux pourquoi elle aime telle ou telle chose ou elle a tel ou tel comportement. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on l'apprécie. Voilà, elle est particulière quand même. Donc c'est un personnage qu'on a du mal à on a du mal à déterminer si on l'aime bien, si on l'aime pas, si elle nous fait de la peine, ou on sait pas trop. On sait pas trop comment elle va évoluer. Et puis finalement, là, dans le tome 3, donc elle fait partie intégrante de l'intrigue, c'est un des personnages principaux pour l'intrigue, mais par contre, elle est hyper violente, hyper sombre, elle est incontrôlable, et on va dire qu'en termes de folie, de déstructure émotionnelle, psychologique, elle est à l'apogée, quoi. C'est là, clairement, elle peut pas revenir en arrière, c'est une âme qui est perdue totalement, et qui malheureusement, même si des personnes essaient de l'aider et la faire remonter, c'est impossible. En fait, elle est pas rattrapable. Et donc, ce qui crée vraiment toute l'intrigue autour de ces personnages-là et de comment va se terminer l'histoire, évidemment. Donc j'ai quand même bien aimé, même si, ben voilà, Ling, elle est malheureusement, ben, autant Twitch et Alexa ont évolué dans le bon sens, bon, ben elle est descendue encore plus bas. Voilà, mais bon, il fallait bien qu'il y en ait un, il faut toujours un méchant dans l'histoire, et donc Ling est la méchante de l'histoire, clairement. Ce que j'ai bien aimé aussi, donc c'est un passage entre... Désolée si je regarde sur le bas, c'est parce que j'ai pris des notes. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un passage entre Twitch et Alexa, où ils se retrouvent dans un moment d'intimité, et les deux personnages sont en sous-vêtements, hein, clairement. Et en fait, là, il y a un petit peu tous les complexes et les insécurités d'Alexa qui remontent, puisque ben, elle voit Twitch et elle le trouve encore plus beau qu'avant, encore plus sexy. Enfin, le mec est toujours parfait, quoi, physiquement et tout. Et en fait, elle, ben, elle trouve que son corps a changé, évidemment, en 5 ans. Donc, et en fait, ben, lui, il voit qu'elle ne va pas bien. Et en fait, elle lui exprime ses complexes et son mal-être. Donc, à savoir, elle lui dit, ben voilà, j'ai changé. Je suis moins jolie qu'avant, voilà, j'ai du ventre, mes seins, ben, ils ont plus la même forme, j'ai pris des hanches, j'ai pris quelques kilos, voilà quoi, en fait, toi t'es canon, t'es beau, t'es toujours pareil, t'es presque encore mieux, et moi, ben, je suis moins bien, quoi. Et en fait, sur ce, ben, lui, il l'écoute attentivement, et en fait, ben, tout ce qu'il lui dit, c'est qu'il comprend hein, ce qu'elle dit, il entend ses insécurités, mais qu'il en a rien à foutre, mais pas rien à foutre de ses états d'âme, il en a rien à foutre que son corps ait changé. Et en fait, ce passage-là, je le trouve bien parce que du coup, il la rassure. Hein, clairement, il lui dit que lui, il en a rien à foutre, qu'elle a un peu de ventre et qu'elle ait pris quelques kilos. Lui, il la trouve toujours sublime, voire encore plus sexy qu'avant. Donc en fait, en gros, je trouve que ce passage, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans les romances ou les dark romances ou new romances. Parce qu'en général, vous avez le mec et la nana qui sont méga canons et qui ont zéro complexe presque. C'est presque pas réaliste. Et là, qu'il y ait ce passage-là, je trouve que nous, en tant que lectrice, on peut se retrouver un peu dans le personnage d'Alexa, où justement, quand par exemple on fait une nouvelle rencontre, ou quand on sait que notre corps a changé, on peut ressentir ce mal-être, et du coup, avoir l'impression qu'on a moins de valeur, ou qu'on est moins jolie aux yeux de notre partenaire, alors que pas du tout, puisque eux ne font pas cas de ça. Eux, ils s'en fichent qu'on a un peu de ventre et tout, surtout si la personne nous aime, ça, ils s'en fichent. Et j'ai trouvé ce passage super mignon, super adorable. Et je trouvais que ça rendait les personnages plus humains et plus réalistes. Donc c'est un passage que je voulais partager avec vous, que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé du coup, alors c'est que Julius et Anna, on les a découverts dans le tome 2. Et là dans le tome 3, ils sont pas vraiment présents, je les trouve même plutôt absents. Anna, c'était une sacrée nana dans le tome 2, alors elle a vécu beaucoup de trucs et forcément, quand on a lu le tome 2, on comprend pourquoi elle est un petit peu fragile. Mais je trouve que la relation entre Anna et Alexa, elle n'est pas développée. Je pensais qu'elles allaient être beaucoup plus proches que ça. Et du coup, que Anna allait avoir un rôle plus développé dans le tome 3, alors que pas du tout. Et puis presque franchement, moi j'ai eu un fossé entre Julius et Anna du tome 2 et le Julius et Anna du tome 3. En fait, j'avais l'impression que c'était pas les mêmes personnages et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu retrouver ces deux personnages-là
dans le tome 3. Donc voilà, c'est un petit regret que j'ai, c'est quelque chose que j'ai moins aimé dans le livre. Bon, c'est comme ça. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est que bon, évidemment, c'est pour public averti, hein, donc si vous avez moins de 18 ans, ne le lisez pas, c'est de la dark romance, donc dans les 3 tomes, il y a de la violence, il y a voilà, beaucoup de sujets sensibles, on parle de beaucoup de choses qui peuvent vraiment perturber émotionnellement, donc voilà, évitez de lire si vous n'êtes pas assez mature ou, si vous êtes trop sensible par rapport à ça, donc voilà, évitez-les. Mais sinon, bon, pour ceux qui lisent de la dark romance, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce livre, l'autrice parle aussi des différents types de relations. Donc déjà, par exemple, elle parle des relations polyamoureuses. Donc elle en parle déjà dans le tome 1. Et là, dans le tome 3, elle en reparle. Et j'aime bien le fait qu'elle parle de ça, puisque je trouve que du coup, les livres peuvent toucher et plus de personnes peuvent se retrouver dans ce type de lecture-là. Et puis il y a cette notion vraiment d'être ouvert et d'accepter en fait les types de relations, même si elles sont complètement différentes et qu'elles ne correspondent pas à notre type de relation à nous, dans le sens où à partir du moment où tout le monde est consentant, épanoui et bien dans la relation, on n'a rien à dire et que après chacun peut s'aimer, enfin tout le monde peut aimer de la manière dont il le veut à partir du moment que ça fait du mal à personne, voilà. Et donc j'ai bien aimé le fait qu'elle parle de ce sujet-là, qu'elle mette en tout cas en avant dans l'histoire. Et alors après, par contre, elle parle aussi des relations interdites, hein, par exemple entre membres d'une même famille. Donc là aussi, c'est un sujet qui malheureusement existe. Hein. On sait que voilà, c'est des choses qui malheureusement arrivent certainement encore aujourd'hui. Et donc le fait d'en parler, oui, ça a un côté malaisant évidemment parce qu'on se dit waouh, c'est chaud quand même. Mais ça existe et le fait d'avoir mis ça dans le livre aussi, ça nous fait comprendre aussi plus de choses par rapport aux personnages comme Ling par exemple. Voilà, l'impact que ça peut avoir, ce qu'il y a eu dans le passé, l'impact que ça peut avoir sur la vie plus tard et sur le comportement d'un adulte en fait. Donc je trouve ça intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle aussi du symptôme de l'abandon. Enfin, du syndrome de l'abandon et aussi de l'impact que les violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou émotionnelles, peuvent avoir sur les personnes, surtout quand ça se passe sur quelqu'un de jeune, l'impact que ça peut avoir après au fil de sa vie. Voilà. Le seul truc que j'ai moins aimé, c'est que par exemple pour Alexa, on sait qu'elle s'est construite après avec sa famille, ses proches, les amis ont été énormément avec elle, donc elle a pu se reconstruire et avoir une vie stable. Mais on n'a pas le côté de, après tout ce qu'elle a vécu, ça aurait été peut-être bien qu'elle ait un suivi psychologique. Je trouve pas mal. Il me semble que dans le tome 1, elle en parlait un peu. Et là, dans le tome 3, il n'y a pas. Et je trouve que c'est dommage parce que après tout ce qu'il y a eu, je trouve que ça aurait été intéressant de le mettre en avant ou tout au moins de dire que oui, effectivement, on peut vivre beaucoup. Même par rapport à Anna, qu'il y ait un suivi thérapeutique, que oui on peut s'en sortir parce qu'on est entouré, mais qu'il y a quand même besoin d'autres choses à côté et je trouve que ça manque un petit peu. Par contre, par rapport à un jeune personnage de l'histoire, elle le met quand même, donc il y a une phrase qui nous fait comprendre que justement ce personnage jeune a un suivi psychologique par rapport à ce qu'il a vécu plus tôt dans le livre. Donc ça, je trouve que c'est bien parce qu'on n'en parle pas assez dans tout ce qui est dark romance et tout ça, où en fait les personnages vivent des trucs exceptionnellement horribles. Et en fait, à partir du moment où ils sont amoureux ou qu'ils ont un pote ou quoi, tout va bien, et ils sont guéris, et il n'y a pas de séquelles psychologiques ou émotionnelles ou autres, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas réaliste. Et donc là, je trouve que de le mettre, ça insinue aussi quand même aux personnes qui liraient ces livres-là et qui auraient pu vivre un petit peu, pas ce truc-là, mais qui auraient pu se retrouver dans certains sujets sensibles, qui puissent entendre qu'on peut s'en sortir parce qu'on est entouré, mais aussi parce que le suivi psychologique est quand même nécessaire pour guérir certains traumas. Et voilà, je trouve que ça manque un peu dans la dark romance. Et là, je trouve que ça aurait pu être ajouté. Mais à part ça... voilà, c'est un détail, hein, c'est moi qui chipote et qui veux voir un peu plus loin. Voilà un petit peu pour ce livre-là. Bon, j'essaie de vous faire assez court et de vous dire un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Oui, si vous aimez la dark romance, je pense que vous pourrez l'apprécier. Il est plutôt bien écrit, je trouve que les 3 tomes se suivent bien. L'intrigue, elle est quand même cohérente.
Donc voilà. Alors après dans le tome 3, est-ce qu'il y a un plot twist de ouf? Non, pas vraiment. Alors bon, évidemment, bah, si vous lisez le livre attentivement, l'auteur laisse plein de petits indices pour nous amener à la fin du livre et au dénouement. Donc entre guillemets, on arrive doucement à comprendre ce qui risque d'arriver à tous les personnages et comment ça risque de se finir pour telle ou telle personne du livre. Donc c'est amené intelligemment. Mais bon, on n'est pas non plus super étonné par le dénouement de l'histoire, hein, clairement. Mais sinon, voilà, moi j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les personnages. À la question, est-ce que si Twitch vient sonner à ma porte, est-ce que je le laisse rentrer? Non, toujours pas. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit ben non, voilà, pour le tome 1, non. Là, oui, il a beaucoup évolué, il n'y a pas de problème et tout. Ok, je comprends, Alexa, ils sont hyper liés, connectés et tout, non, sous ça, hein, ils ont les mêmes délires et tout, il n'y a pas de souci. Mais non, en fait, moi, le mec est toujours trop brisé et ça restera quand même une personne qui, malheureusement, ne sera jamais guérie. Et je trouve quand même que certains traits de caractère voilà, du personnage sont malaisants. Et du coup, c'est pas forcément un des personnages masculins préférés que j'ai. Donc Twitch, non. Clairement, toujours pas, il rentrera pas. Est-ce que je pourrais être copine avec Alexa? Oui, encore plus que depuis le tome 1. Donc clairement, ouais, Alexa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la saga que je suis en train de lire. Donc attendez, parce que j'ai repris aussi des petites notes. Ok, alors la saga Vampiria America qui est écrite par Victor Dixon. Donc là on est sur un roman fantasy, alors on est vraiment dans un milieu baroque avec des vampires et des monstres nocturnes. Donc cette saga est, on va dire, la suite, sans vraiment l'être, d'une première série de livres de Victor Dixon qui s'appelait Vampiria, voilà, donc avec 3 tomes. Cette série, donc on suivait les aventures de Jeanne. Donc c'était une jeune roturière qui allait, entre guillemets, avoir une espèce de parcours d'agent double à la cour du roi Louis XIV pour pouvoir renverser le royaume existant. Voilà, alors pour vous mettre un petit peu dans le thème, Louis XIV a décidé de se transmuter en vampire pour ne pas mourir et pour garder le pouvoir. Donc il a remis les comptes à zéro. Et donc là on est 300 ans après sa transmutation. Donc l'histoire se déroule en l'an 300. Donc pour la première, les premiers livres de la saga avec l'histoire de Jeanne, hein, je précise. Je vous mets les vignettes ici là. Les 3 premiers tomes, je les ai en livre. Je les ai pas lus en e-book, mais je les ai prêtés à une amie, donc je ne peux pas vous les montrer. Donc je vous mets les vignettes. Donc on est en l'an 300, et donc vous avez donc tous les nobles, tout ça, tous les riches, les autres, par exemple la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, se sont alliés au roi Louis XIV devenu vampire, et donc on crée la Magna Vampiria, donc qui est un nouvel empire des ténèbres, voilà. Et donc vous avez les roturiers qui sont là donc pour donner leur sang un peu comme une sorte d'impôt pour nourrir les immortels. Et Jeanne, en début de livre, fait partie de ces gens-là, de cette classe-là, donc la dernière classe du peuple français, puisque l'intrigue se passe en France et prioritairement à Paris. Donc en fin de compte, Jeanne réussit, voilà, par maintes trucs, à rentrer dans la cour du roi. Et pour se rapprocher encore plus de lui, elle devient l'un de ses écuyers, puisque le roi choisit toujours 5 ou 6 jeunes gens en fait qui font des études, hein, c'est tout un processus d'école, et donc les meilleurs sont choisis pour devenir les écuyers du roi. Voilà, et donc Jeanne est choisie et devient l'un des écuyers du roi. Voilà, et donc il y a toute une histoire, toute une intrigue avec Jeanne. Voilà, donc ça c'est la saga Vampiria. Et donc après, Victor Dixon a écrit donc une suite, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez lire indépendamment les 2 séries. Voilà. Donc là, je suis sur la saga Vampiria America, donc en 2 tomes. Le premier tome s'appelant Le tombeau des immortels. Et donc là, nous sommes aux États-Unis, à New York. Voilà. Et nous sommes avec de nouveaux personnages. Donc on est toujours dans le même contexte historique, c'est-à-dire que là on est en 301.
donc environ, c'est quelques mois après l'intrigue de Jeanne, donc dans la saga Vampiria. Et donc il y a toujours la Magna Vampiria qui est en cours. Donc aux États-Unis, il y a 13 colonies. Et ces 13 colonies sont alliées à la Magna Vampiria. Et après, à New York, vous retrouvez tout le gratin du royaume des vampires, on va dire. Voilà, tous les nobles et tout ça, tous ceux qui sont transformés, transmutés, qui faisaient partie de la haute noblesse, vivent à New York. Voilà. Donc l'intrigue, elle commence par... il y a Sibylle, c'est une sorcière défunte, qui réunit plusieurs jeunes personnes. Donc il y a 2 filles, je crois, et 2 filles et 3 garçons, me semble-t-il. Ou 4 non. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Il y a 3 garçons et 2 filles. Elle réunit ces 5 personnes pour mettre en place un plan afin de se venger de la Magna Vampiria, puisque c'est une sorcière, comme je vous l'ai dit, donc elle est défunte, donc elle s'adresse aux autres personnages à travers son familier qui est une pie. Et à l'époque, du coup, donc à ce moment-là, les sorcières ne sont absolument pas aimées, et donc le peuple veut les éliminer, clairement. Et la Magna Vampiria veut se débarrasser des sorcières. Voilà, on est un petit peu dans ce contexte-là. Donc là, l'histoire commence quand la mise en place du plan de Sibylle est en route, se met en action. Donc si vous voulez, tous les ans, le 1er juin, il y a pour chaque colonie, donc pour chacune des 13 colonies, une jeune personne, donc un jeune homme ou une jeune fille, qui est choisie pour représenter à New York, lors du bal des débutants, les 13 colonies. Voilà, de la Magna Vampiria américaine. Et ce soir-là, donc le soir du bal des débutants, ces 13 jeunes personnes sont transmutées en vampires et deviennent du coup des vicomtes et vicomtesses, et donc rentrent dans la noblesse magna vampirienne. Voilà. Et donc le plan de Sibylle, c'est d'utiliser donc les 5 personnages principaux que je vais vous présenter rapidement. Donc elle va appeler les Desperados pour qu'ils prennent en otage les débutants qui ont été transmutés, et pour pouvoir négocier avec les vampires. Voilà, donc ils ont tous, chacun quelque chose à négocier et à gagner, à s'allier à cette sorcière. Ce que la sorcière cherche, je ne sais pas encore, puisque je viens juste de le commencer, donc je vous dirai ça la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc là, j'ai eu la présentation des personnages principaux. Donc nous avons Archer qui a 18 ans, qui lui est originaire de Salem, dans le Massachusetts. Et lui, il est venu à New York et il s'est allié à la sorcière parce qu'il veut sauver sa sœur jumelle Arrow, qui a été envoyée à New York chez les vampires pour être jugée parce qu'elle a été accusée de sorcellerie. Voilà. Donc lui, il veut la faire libérer parce que pour lui, c'est pas une sorcière, donc elle n'a rien à faire là-bas. Désirée, elle, qui a 17 ans, donc elle est originaire de New York, c'est une musicienne qui souhaite à la base trouver un mentor, en fait, voilà, quelqu'un qui pourrait la prendre sous son aile et du coup lui permettre de vivre correctement et en sécurité. Le souci, c'est qu'en fait, un soir, elle va jouer dans un bar, elle tombe sur un vampire qui lui fait croire qu'il va la prendre sous son aile, et finalement, il l'agresse, il la mord, et il lui aspire son inspiration. Donc finalement, Désirée s'allie aussi à la sorcière Sibylle, dans le but de pouvoir négocier, lors de la prise d'otage, négocier à retrouver son inspiration qu'elle a perdue. Après, il y a Raphaël. Donc Raphaël, lui, il est originaire de Castille en Espagne. Lui, on le connaît déjà dans la saga Vampiria. Donc si vous avez lu la saga des 3 tomes avec Jeanne, Raphaël était un des écuyers du roi aussi, donc un collègue de Jeanne, l'héroïne de la première saga. Et donc lui, il est sous l'emprise d'un filtre d'amour. Donc ça, ils en parlent, enfin l'écrivain en parle dans le tome 3 de la première saga Vampiria. Et donc comme il est sous ce filtre d'amour, enfin il est sous influence de ce filtre d'amour, clairement ça lui pourrit la vie. Et donc lui, il s'allie aussi à Sibylle et à Désirée et à Archer dans le but d'avoir un antidote
pour pouvoir ne plus être sous l'influence du filtre d'amour et d'être libérée. Voilà. Et ensuite, il y a Annabelle. Annabelle, elle est originaire de Géorgie. À la base, elle avait été choisie pour représenter donc sa colonie de la Géorgie au bal des débutants et être transmutée. Malheureusement, pendant le voyage vers New York, sa calèche s'est fait attaquer par un monstre nocturne et du coup, il l'a défigurée. Voilà, il lui a abîmé son visage. Ce qui fait qu'elle est partie à New York, elle a pas pu devenir débutante, donc entre guillemets, elle a été mise de côté et on l'a obligée à rentrer chez les nonnes, donc à devenir nonne, à changer de nom. Donc elle s'appelle maintenant Nonne Modestie, je crois. Et elle doit porter un masque de cuir pour cacher son visage. Et donc le but de s'allier avec la sorcière et avec les autres Desperados, c'est de pouvoir négocier à être opérée ou voilà, de pouvoir retrouver son visage avant l'agression. Et enfin, nous avons Waya, dernier personnage masculin. Donc lui, il a 19 ans. C'est le fils du chef du peuple Cherokee de Caroline du Nord. Et en fin de compte, lui, en gros, il a été poussé donc à faire partie des débutants pour pouvoir garder, pour que le pacte de non-agression entre les colons et les indigènes reste en place. Voilà, donc entre guillemets, il s'est sacrifié, il va se faire transmuter pour pouvoir protéger son peuple, pour qu'il puisse vivre en paix, en fait. Voilà, donc lui est monté à New York pour ça. Et donc là, par contre, je ne sais pas comment il est rentré en contact et comment il s'est allié avec les autres personnages, puisque du coup là, ça n'a pas été encore dit dans la partie que j'ai lue. Mais du coup, lui se retrouve donc le soir des négociations, il a été transmuté. Et lui, il s'est allié donc aux autres Desperados et à la sorcière Sibylle, la sorcière défunte, afin de pouvoir avoir un antidote et de pouvoir inverser le processus et du coup d'être dévampirisé. Voilà. Donc lui, il souhaite de nouveau redevenir humain. Donc tous ces personnages-là vont s'allier pour mettre en place le plan de la sorcière Sibylle. Et donc là, j'en suis où ils ont pris en otage les 13 débutants, donc les 13 nouveaux vampires qui viennent seulement de devenir, de s'être fait transmuter. Voilà. Donc j'en suis là. Du coup, donc on est vraiment sur un environnement baroque, hein, avec des monstres, comme je vous l'ai dit, des vampires, des sorcières, donc c'est chouette. Donc après, au niveau voilà, de tout ce qui est personnages, donc on est encore sur les habits vraiment de l'époque de Louis XIV, donc les perruques, on roule en calèche, on se déplace à cheval, on a encore les lampes à huile, on a encore les tenues classiques des puritains, les nobles ils ont encore leur robe à froufrou et machin tout ça, donc on est vraiment dans cet environnement là. En fait c'est comme si on était à l'époque de Louis XIV mais en plus sombre et avec des vampires, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, ce monde qui a été inventé. Je l'avais beaucoup aimé dans la saga Vampiria. Et donc là dans Vampiria America je retrouve cette ambiance et franchement j'adore. J'aime beaucoup le style littéraire de Victor Dixon, c'est hyper bien écrit, j'aime beaucoup le vocabulaire qu'il utilise. C'est hyper fluide, enfin franchement il nous embarque vraiment dans son monde, donc vraiment j'aime beaucoup et je pense ne pas être déçue par la saga, donc je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Normalement je pense que j'aurai fini le tome 1 et certainement j'aurai commencé le tome 2 et il faut savoir que donc en mai il y aura un 6e tome qui va sortir, donc ça sera officiellement le 4e tome de la première série Vampiria avec Jeanne, puisque vous pouvez lire indépendamment Vampiria America sans avoir lu Vampiria et inversement. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'a priori, le 6e tome, moi je l'appelle 6e tome parce qu'il va relier les deux sagas. La première saga de 3 tomes à Paris avec Jeanne et la saga de 2 tomes en Amérique avec les Desperados. Donc je trouve dommage en fait de ne pas lire les 5 premiers tomes du coup pour pouvoir avoir vraiment toutes les infos pour lire le dernier tome. Donc c'est pour ça que là j'ai repris la lecture de cette saga et donc que je lis Vampiria America. Voilà. Donc sachez qu'en mai il y aura un autre tome qui va sortir. Donc là pour cela je les lis en e-book, les Vampiria America.
Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors oui, par contre, on est vraiment sur les stéréotypes classiques de la sorcière et du vampire. Alors la sorcière, comme il est dit dans le chapitre 2, dont je vous lis un extrait, on nous dit, elle changeait les champs de blé en buissons de ronces, empoisonnait l'eau des puits, dérobait les nouveau-nés dans les berceaux pour pratiquer des sacrifices humains. Voilà comment sont décrites les sorcières. Et elles sont aussi décrites avec le chapeau pointu et le familier et tout ça, tout ça. Donc vraiment, on a la panoplie complète du stéréotype de la sorcière, de Halloween. Et pour les vampires, ben c'est pareil, on a vraiment le vampire stéréotypé, donc c'est-à-dire qu'il dort le jour, il vit la nuit, évidemment pas de soleil, ils boivent du sang évidemment, ils sont immortels avec une jeunesse du coup éternelle, hein, puisque... Ah, pardon. Puisque... ben, quand ils sont transmutés, après ils ne vieillissent plus, alors ils sont pâles évidemment, ils ne se reflètent pas dans les miroirs, et certains peuvent développer certaines capacités exceptionnelles, comme par exemple le vampire qui a agressé Désiré, et ben, lui, il a le pouvoir d'aspirer en fait ben, les dons des personnes, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, certains vampires vont être plus intéressants que d'autres. Voilà, certains ben, sont juste des vampires classiques et vous en avez d'autres qui vont développer certaines capacités. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette saga-là. Bon, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Si vous aimez l'univers des vampires, l'univers baroque et tout ça, franchement, lisez cette saga parce qu'elle est vraiment super bien. J'aime bien aussi les personnages, là, déjà comment ils ont commencé à être décrits. Ils ont l'air assez différents les uns des autres, mais je pense qu'ils vont être intéressants dans leur évolution. Donc voilà, il me tarde de lire la suite et puis bah, du coup je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, bon allez, je vous laisse là, j'ai réussi à faire un petit peu plus court que la vidéo précédente que j'ai essayé de tourner, hein, voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop long. En tout cas, bah, je vous fais des bisous, je vous retrouve demain pour une présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Et puis sinon, bah, pour ceux qui regardent que les vidéos lecture, eh bien, on se retrouve lundi prochain. Voilà, des bisous, à bientôt.